Sur le terrain, on observe une sorte de mécanisme de résistance aux différents lockdowns. Ça fait 2 semaines, quand nous entrions dans ce bureau, dans ce studio, on nous faisait état de ce n'est pas 100%. Il y a des localités où l'école est effective à 20-25%, dans d'autres localités on est un peu plus à 35%. Cela traduit-il le désaveu de ces populations, le ras-le-bol de ces populations vis-à-vis de ceux qui les maintiennent dans ce chaudron depuis bientôt 7 ans? Effectivement, Monique, et j'ai pris dans le même sens que tout à l'heure, ce que Hervé et Emmanuel disaient, on ne peut pas nier quelque chose. Dans toute guerre au monde, il y a des déplacés. Parce qu'on veut au moins être en sécurité, c'est un instinct de survie. Si ça explose ici, là, nous voulons quand même être en sécurité. Et les chiffres sont clairs. Il y a au moins 70 000 habitants du nord-ouest et du sud-ouest qui sont réfugiés au Nigeria. Dans d'autres régions du Cameroun, ils sont autour de presque 600 000, 680 000 environ. Et quand ils partent avec femmes, enfants et élèves éventuellement. Et parfois, même nous avons vu ici à lundi, dans la 5e, il y a des établissements qui étaient établis dans le nord-ouest qui sont pratiquement déplacés. C'est-à-dire il y a des écoles comme les écoles prévistérielles qui sont venues racheter le terrain dans d'autres zones et les reconstruire, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut sécuriser les enfants, il faut sécuriser les enseignants, etc. Maintenant, pour répondre directement à votre question, quand on regarde le fonctionnement dans ce mouvement, comme dans beaucoup d'autres mouvements, ça ne peut pas être, même s'il y avait toute la volonté de la terre aujourd'hui de mettre fin à ça, on ne peut pas mettre fin à cela. Parce que n'oublions pas qu'il y a des forces à l'extérieur. Il y a des visages connus qui ne sont que des petites marionnettes. Il y a des grandes puissances qui tirent leur profit. Remarquez par exemple notre ami tout à l'heure, David Moukoudi. Moukoudi. Tout à l'heure souligner quelque chose d'important. On a arrêté que c'est quelques-uns. Mais n'oubliez pas, regardez bien, remarquez que c'est quand le président Paul Biya va aux États-Unis, quand il y a le sommet US-Africa, conclusion, on localise les gars, on va arrêter. Ils ont commencé à faire certaines déclarations quand le président Biya était encore aux États-Unis. Ça veut dire que on sait, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est parce que le président Biya a causé avec les États américains, c'est qu'il y a eu une certaine pression qui a été mise sur des personnes qui ont été identifiées, qui ont été localisées et qui ont été neutralisées. Pour certaines condamnées à 4 ans de prison, à 5 ans, etc. Mais il y en a toujours qui courent. Il y a un dernier qui a été pris il y a quelque temps, même s'il a été relâché sous caution. Oui, mais il a été relâché parce qu'en fait, il faut bien comprendre le jeu trouve des puissances. Pourquoi est-ce qu'on arrête Eric Tato? Parce que lors du Covid, le gouvernement américain a débloqué en 1953 milliards de dollars pour soutenir les entreprises qui étaient en difficulté, comme dans beaucoup de pays. Et lui, apparemment, il a une entreprise, il a bénéficié de beaucoup de financements. Juste que le gouvernement, le FBI remarque que quand il y a des financements, on a l'impression que son rythme de vie avait augmenté. Il avait un rythme de beaucoup plus de luxe. Mais il y avait des mouvements d'argent vers le Cameroun. Mais pour financer quoi au Cameroun? C'est même dans l'enquête. C'est vrai que quand on l'a arrêté, c'est vrai qu'il a une liberté sous caution, mais l'enquête est en train de continuer parce qu'en fait, il l'aurait financé. Parce que justement, quelqu'un demandait tout à l'heure, qu'est-ce qui motive ces personnes? Qu'est-ce qui peut expliquer que des années après, ces gars continuent à tuer? Et il était clair, quand on a pris son téléphone, il y a des échanges téléphoniques. Lui, il était de ceux qui disaient que quand vous arrêtez un ancien, coupez-lui la main. Tuer des gens, vous allez monter en grade. Ça veut dire qu'une des motivations pour certains, c'est qu'on leur a dit, au fur et à mesure que vous allez tuer des individus, au fur et à mesure que vous allez saffer des personnes, vous pourrez, c'est quoi les gars, ils se donnent les grades tous les jours, il est colonel, demain il est général, ensuite lieutenant, parfois vous ne savez pas comment, en quelques mois. Et au-delà quand même, quelque chose que nous n'avons pas négligé, c'est qu'au dos de ces personnes, il y a une zone qui est extrêmement instable, le Niger Fight dans le Niger Delta du Nigeria, là, où il y a beaucoup de trafic d'armes. Et je suis convaincu, je crois que même les services parallèles le confirmaient, c'est que beaucoup de gars qui opèrent au nord-ouest, parfois ce n'est pas des Camerounais, beaucoup c'est les gars, ce sont des mercenaires qui ont été recrutés dans le Niger Delta, qui sont utilisés pour atteindre le développement et pour terroriser. Parce que quand on terrorise, tout à l'heure, les personnes soulignaient les négociations qui avaient été soulevées par, que ce soit par la Chine, que ce soit par le Ghana. Premièrement, moi j'estime que si nous avons des problèmes, ce n'est pas forcément les étrangers qui vont nous apprendre à faire la paix entre nous. On peut s'asseoir, on est suffisamment adulte pour pouvoir faire la paix entre nous. Et s'ils contribuent à apporter la paix? C'est pas mauvais. J'ai d'abord primo, je pense que si nous avons un conflit. Puisqu'on a essayé, on a eu le grand dialogue, on a eu plusieurs solutions. Oui, non, même sur le plan de l'éducation, je suis d'accord, jusqu'à common law à l'université, etc. Mais sur le terrain, ça s'embarrasse toujours. Même parallèlement au Grand Dialogue, il y avait déjà des négociations à l'étranger. Puis en réalité, les étrangers qui négocient ne sont pas aussi trop gentils que cela. Dans beaucoup de cas, ils ont aussi des intérêts inavoués, on ne peut pas nier cela. Maintenant, j'étais en train de dire que quand on est dans un contexte comme celui-ci,
il faut noter que ça va être extrêmement difficile. Mais la base, c'est la conscientisation. Parce que tout ce que nous parlons là, quelles sont les premières victimes? C'est d'abord ces populations. Et comme quelqu'un le soulignait, les gars qui viennent dans une salle de classe attaquée, ils ne vivent pas plus loin que ça. Ils ne sont pas dans les montagnes. Même s'ils sont dans les montagnes, ce sont des visages qui sont plus ou moins connus. Mais comme ils terrorisent la population, dans beaucoup de cas, parfois la population a du mal à les dénoncer. Moi, je pense que s'il y a une grande symbiose entre la population qui est victime et les forces de défense et de sécurité, on peut avoir une solution.